Bien, aujourd'hui, on va continuer avec l'angoisse et on va parler de l'angoisse névrotique. Dans la première vidéo, on avait parlé de l'angoisse réelle et on va continuer avec l'angoisse névrotique comme elle a été décrite par Freud. Euh, On avait dit que l'angoisse réelle est une réaction rationnelle, adaptée, bien qu'avec des petites nuances qu'on avait vues face à un danger. Ici, l'angoisse névrotique, par contre, est une angoisse, est une réaction qui n'est pas rationnelle, qui est irrationnelle et qui n'est pas vraiment adaptée à la situation perçue comme dangereuse. Avant de commencer, on va faire on va ouvrir une petite parenthèse sur l'angoisse dans le parcours de théoriciens de la psychanalyse dans les textes de Freud. Au départ, dans un premier temps, Freud ne va pas consacrer, ne va pas donner une grande importance à l'angoisse. C'est-à-dire que l'angoisse n'est pas moteur de l'échafaudage névrotique. En plus, dans un premier temps, l'angoisse est vue comme une transformation de la libido. C'est-à-dire que Freud observe dans les récits des patients que souvent, ces patients qui souffrent, qui ressentent de l'angoisse, eh bien, n'ont pas des pensées particulières et c'est souvent suite à un manquement de décharge de la libido, c'est-à-dire dans les rapports sexuels. Voilà, ils n'arrivent pas, pour une raison ou une autre, à décharger, à arriver à la décharge complète de la libido, arriver à un orgasme, par exemple. Ou bien, Freud interprète aussi cette angoisse dans les cas d'hystérie parce qu'il y aurait une inhibition de ces patients à trouver un partenaire et donc une difficulté à décharger, une impossibilité à décharger la libido. Donc, dans un premier temps, l'angoisse est une réaction à une impossibilité à se décharger de la libido, donc ce serait alors, l'angoisse est une conséquence et une transformation de la libido en un affect qui est l'angoisse. Dans un deuxième temps, par contre, Freud va changer, c'est dans un seul domaine où Freud change complètement d'interprétation. Dans un deuxième temps, l'angoisse n'est plus une conséquence, une transformation d'un état, une capacité à décharger la libido, mais devient le moteur même de la construction névrotique. C'est-à-dire que l'angoisse devient ce qui va provoquer la mise en route de certaines défenses, la mise en route de certains symptômes et en définitive de la névrose. C'est-à-dire que une névrose est une manière de se défendre, d'empêcher que l'angoisse surgisse. Voilà. On voit bien qu'il y a un changement radical entre la première théorie de l'angoisse et cette deuxième théorie de l'angoisse. Bon, on va commencer donc par détailler, par approfondir l'angoisse névrotique. Et là, on va voir qu'on va retenir le même schéma qu'on avait décrit dans la première vidéo. On va tenir la même définition. Donc, qu'est-ce que c'est que l'angoisse? L'angoisse est une réaction à une situation perçue comme dangereuse. Et là, on avait vu que Freud avait analysé, on avait décrit trois aspects de l'angoisse, qui est l'angoisse comme entité, l'objet de l'angoisse et les comportements qui peuvent surgir. Eh bien, ces trois aspects restent, on va les détailler. Donc le premier, l'entité de l'angoisse, on ne va pas le détailler parce qu'il reste le même que dans l'angoisse réelle. Par contre, ce qui va changer, c'est l'objet de la peur et ensuite les comportements. On va commencer par l'objet. Alors, en fonction de l'objet, il y a trois types d'angoisse névrotique. Alors, la première angoisse névrotique, c'est ce qu'on retrouve dans les névroses d'angoisse, dit Freud, et c'est là où il y a un état généralisé d'anxiété,
où l'objet n'est pas bien présent et cette anxiété va finalement se fixer sur un objet, mais peut se fixer sur un objet comme peut se fixer sur un autre objet. Donc, il n'y a pas un objet particulier et il peut y avoir aussi des moments où l'objet n'est pas présent. Donc ça, c'est dans les cas de névrose d'angoisse. Ensuite, il y a les phobies. Dans les phobies, l'objet est connu et bien précis. Donc on va dire ici, l'objet est connu. Et pour terminer, dans les névroses, qui est l'hystérie, névrose obsessionnelle. Et là, dans les névroses, l'objet, par contre, est inconnu. Ensuite, on peut faire une analyse en fonction de l'intérieur et extérieur. Dans la névrose d'angoisse, l'objet de la peur est extérieur. Dans la phobie où l'objet est connu, l'objet est extérieur. Et dans la névrose, donc hystérie et névrose obsessionnelle, l'objet qui est inconnu, il est intérieur. Alors, Freud s'est surtout intéressé aux phobies, mais encore plus aux névroses. Alors, la névrose angoisse, Freud abandonne. Donc, cela ne va plus nous intéresser. Ce qui nous va intéresser, c'est la phobie et la névrose. La dernière question est, mais de quoi est-ce qu'on a peur? Quel est l'objet, effectivement, de la peur? Alors, comme on a dit ici, dans les phobies, il est connu, mais au départ, donc il est extérieur, mais au départ, c'est un, comme on verra bien après, est une peur d'un objet intérieur, qui après, il va être projeté à l'extérieur. Mais de quoi est-ce qu'on a peur? Comme dans les névroses hystériques, obsessionnelles, l'objet inconnu et il est intérieur, donc il y a peur le sujet a peur d'un objet intérieur, qu'il ne connaît pas, donc qui ne sait pas dire exactement de quoi il a peur, mais quand on découvre de quoi il a peur, de quoi est-ce qu'il a peur exactement? Ça, on verra bien quand on aura analysé les comportements, on va retourner ici sur quel est l'objet de la peur. On va aborder maintenant les comportements. On avait dit pour l'angoisse réelle que les comportements sont fuir, se défendre, attaquer ou bien l'inhibition. Et on avait fait une distinction aussi entre le signal d'angoisse, la préparation à l'angoisse et le développement de l'angoisse. Eh bien, cela reste ici valable aussi pour l'angoisse névrotique. C'est-à-dire le signal d'angoisse et donc la préparation à l'angoisse et un développement de l'angoisse. Mais ce qui change, ce sont les comportements. C'est-à-dire que face à un danger, parce qu'on va s'intéresser à un danger, danger intérieur, face à un danger intérieur, eh bien, le sujet ne peut pas mettre en place, ne peut pas réaliser les mêmes comportements qu'il y avait face à l'angoisse réelle. C'est-à-dire, il ne peut pas fuir, il ne peut pas attaquer, et il ne peut pas se défendre comme il peut se défendre avec un objet extérieur. Mais il peut mettre en œuvre certaines défenses. Et c'est de cela que Freud va s'occuper. C'est de quelles sont les défenses que le sujet va réaliser. Et bien, il y en a plusieurs, mais les deux grandes défenses qui sont mises en œuvre pour les phobies et pour les névroses, eh bien, ce sont la projection
pour la phobie. Donc, pour Freud, la phobie est bien, au départ, une angoisse envers un danger intérieur, mais pour se défendre de cet objet intérieur, le sujet, il va faire quoi? Il va le projeter vers l'extérieur. Et ça peut être aussi un mécanisme employé pour des névroses, pas seulement pour la phobie. Mais de manière spécifique, on peut dire que la phobie, pour Freud, c'est cela. Donc c'est toujours vouloir se défendre d'un danger, d'une situation de pensée, d'un danger intérieur. Il va se défendre avec la projection, il va projeter vers l'extérieur, et l'objet va être alors un objet connu, mais le véritable objet qui est en amont n'est pas connu. Donc, si on veut, dans la phobie, l'objet qu'il perçoit comme peur est connu, mais le véritable objet n'est pas connu. Dans la névrose, par contre, le mécanisme de défense, comment il va pouvoir se défendre le sujet dans le cas d'une névrose, c'est par le refoulement. Le refoulement. Donc, projection pour la phobie, névrose, le refoulement. Quand il y a eu refoulement, eh bien, le moi va toujours être dans une situation, dans une position d'alerte. C'est-à-dire qu'à peine il se rend compte qu'on s'approche du contenu refoulé, eh bien, il va émettre un signal. C'est comme dans la peur réelle, un signal d'alarme qui est un signal d'angoisse, hein, pour mettre en alerte tout le système de pensée et pour réactualiser le refoulement. Donc, quand le moi se rend compte qu'on s'approche d'un contenu refoulé, qu'il y a un retour de refoulé, ou bien que certaines associations dans la vie quotidienne peuvent évoquer le contenu refoulé, eh bien le moi émet un signal d'angoisse. Quand ce signal d'angoisse ne suffit plus parce que le contenu refoulé, ce qui fait peur, revient complètement, eh bien alors il y a un développement de l'angoisse et on peut avoir aussi une attaque de panique. Mais revenons alors sur l'objet de la peur. Qu'est-ce qui fait peur? De quoi est-ce que on veut se défendre? De quoi est-ce qu'on met en acte la projection et le refoulement? Pour Freud, il y a essentiellement trois peurs. Une, c'est les affections. C'est quoi les affections? C'est peur de perdre l'affection de sa maman, peur de perdre l'affection de son papa. Donc dans les premières années de vie, la maman est absente, eh bien il y a cette peur de perdre son affection. Donc c'est perdre l'affection, l'amour de sa maman, la chaleur de sa maman. La deuxième peur, c'est la punition. Donc la deuxième grande peur, la punition. Alors, la punition, pour Freud, une des grandes peurs que l'enfant, et surtout le garçon, perçoit quand il est petit, c'est la peur de la castration. Donc, la grande punition que redoute le petit garçon, c'est la peur de la castration. Et pour terminer, l'autre peur, la troisième peur, c'est la société. C'est la peur d'être banni de la société, d'être écarté par les autres. Et cette peur-là sera maintenue par le surmoi. C'est ce surmoi qui va
émettre un signal d'angoisse quand on se sent cette possibilité d'être écarté des autres, d'être banni des autres. Donc il y a trois grandes peurs. Peur de perdre l'affection des proches, mère, papa. Peur de la punition, le garçon c'est la peur de la castration. Et peur d'être banni des autres. Alors on voit bien que Freud va focaliser deux grandes peurs qu'il va attribuer aux garçons et aux filles. Aux filles, vu qu'elles n'ont aucune raison d'avoir peur de la castration, c'est la peur, la grande peur, l'angoisse de perdre l'amour, l'affection. Et cela va se retrouver, Freud dit, dans les relations amoureuses. Quand l'enfant grandit, devient adulte, bien la femme va surtout être angoissée de la perte de l'amour de son homme. Pour le garçon, la grande peur, la grande angoisse, c'est l'angoisse de la castration. Et là, en grandissant, ce sera l'angoisse, la peur de perdre sa propre virilité. Et finalement, la troisième peur d'être banni de la société, ça vaut pour les femmes et pour les hommes, qui devient du domaine du surmoi. Eh bien voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir.